10 septembre 2020, Symfony, quatrième vidéo de la série, entité et doctrine ORM. Donc dans cette vidéo, on va créer notre première entité. Et pour créer cette entité, on va avoir besoin du coup d'installer une dépendance, une librairie qui s'appelle Doctrine. Donc Doctrine, c'est quoi? C'est un outil ORM. ORM signifiant Object Relational Mapping. Il accompagne Symfony depuis de nombreuses années maintenant, et plus précisément depuis la version 1.2 du framework. Qu'est-ce qu'il te permet de faire cet outil? Il te permet de faire des requêtes à la base de données via du DQL, qui signifie Doctrine Query Language. Donc c'est-à-dire que grâce à des classes PHP nommées entités, dans lesquelles tu vas définir des propriétés et généralement donc ce qui est fait via le maker bundle via des annotations, tu vas pouvoir du coup faire le lien par l'intermédiaire de Doctrine avec ta table, avec tes différentes tables de ta base de données. Il est toujours possible bien sûr de faire des requêtes SQL via Doctrine. Donc comme spécifié ici dans la documentation, quand tu te rends sur Databases and the Doctrine ORM, ici tu cliques Querying with SQL, donc ça te mène à l'encre en question, et ici tu vois une variable SQL qui contient ici une string contenant du code SQL, donc select all from product where blablabla. Ici tu as une requête préparée, et enfin un fetch all, donc du SQL que tu connais bien. Hop là. Donc on revient ici. Donc maintenant que l'on a parlé, sachant que ouais, je t'ai dit que donc le Maker Bundle il gère donc du coup la liaison via les annotations, mais encore une fois tu peux également gérer ça par YAML, donc c'est généralement c'est l'alternative la plus utilisée quand on n'utilise pas les annotations, mais ce qui est recommandé, c'est quand même les annotations. C'est bien pour ça que le Maker Bundle utilise les annotations. Et ici, si tu viens voir la documentation, non pas de Symfony qui parle de Doctrine, mais bien la documentation de Doctrine, ici tu vois donc que tu peux utiliser donc les docblock annotations, du XML, du YAML ou du code PHP. Donc généralement, donc on va utiliser les annotations ou à la rigueur du YAML. Moi personnellement, j'ai jamais vu XML ou PHP pour ceci. Hop là. Donc maintenant que l'on a vu un peu de théorie sur ce qu'était Doctrine, on va vouloir taper notre première commande. Donc déjà, on va aller... C'est agaçant ça. Je vais en réouvrir un. Et donc on va vouloir taper Symfony console pour voir la commande en question. Donc si on va voir le maker, ici on a une commande make entity. La description nous indique qu'on peut créer une classe, une entité qui est donc une classe Doctrine ici. Hop. Enfin une classe qui va faire le lien avec Doctrine quoi. Et donc on va donc taper cette commande Symfony make entity, et pour l'instant je vais juste taper make entity. Je fais entrer. Ah excuse-moi, j'ai oublié console. Symfony console make entity. Je lance ça, et là donc tu as une erreur qui t'indique qu'un paquet est manquant et que tu dois lancer la commande suivante, composer require ORM. Donc, si tu viens ici dans Symfony Flex, hop, taper ORM, tu cherches le paquet en question et il est ici. Et tu te rends compte que ORM, ici, c'est simplement un alias. Et en fait, ils auraient pu nous indiquer d'installer Symfony ORM Pack. Donc ici, on va cliquer sur Package Details. Et on voit ici donc un pack, en fait c'est quelque chose qui regroupe plusieurs dépendances. Ok, on voit les différentes dépendances. Ici si je viens dans Vendor,
et que je vais dans Doctrine, on voit qu'actuellement, j'ai seulement Annotations, Inflector et Lexer. Ok. Ici, il va vouloir donc nous installer Doctrine Bundle dedans, Doctrine Migrations Bundle, et enfin ORM. Ok. Sachant que chacune de ces dépendances va elle-même nécessiter d'autres dépendances. Donc ici, la dépendance Doctrine Bundle va nécessiter Doctrine Debal, Persistance, SQL Formatter. La Doctrine Migrations Bundle va nécessiter donc Doctrine Bundle, enfin qui est déjà installée, et sinon va nécessiter Doctrine Migrations, et Doctrine ORM, lui, va nécessiter donc Event Manager, Instantiator, et Common et Collections. Ok. Donc en gros, tu vas avoir tout un tas, au Cramius, en bref. Tu vas avoir tout un tas de dépendances qui vont être installées, alors que tu vas taper uniquement Composer Require ORM, et tu vas donc ne pas avoir seulement 4 dépendances ici qui vont être installées, mais tout un tas. Ok. Donc maintenant, on revient là. Composer Require ORM, donc ce qui nous a été demandé. Hop, on va agrandir le terminal. Et là, selon le débit que tu as, bien sûr, ça ira plus ou moins vite. Donc moi, je suis en ADSL et j'ai pas énormément de débit. En attendant la fibre pour 2021. Enfin, je l'espère. Donc toi, il est fortement possible que ça aille plus vite chez toi. Ou moins vite, c'est possible aussi. Donc voilà. Il nous a installé, tu vois qu'il ne nous a pas installé seulement 4 dépendances, mais tout un tas de dépendances ici. Je vais pas m'amuser à les compter, mais il y en a plein. Et donc, il nous a exécuté 2 recettes. Maintenant, si on vient voir, il nous a configuré donc les 2 bundles. Si on vient voir notre fichier bundles, donc dans config, bundles, je réduis ça, on voit qu'ici, il nous a rajouté la configuration de ces 2 bundles pour tous les environnements. Ok. Hop, je fais ça. Et à présent, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit ici de configurer la base de données. Il nous dit de modifier notre variable d'environnement database URL dans notre fichier qui regroupe nos variables d'environnement .env. Il nous dit de configurer le driver et de configurer le server version. Donc ça, je vais revenir là-dessus parce que suite à un upgrade de Doctrine, du bundle Doctrine Migrations Bundle, il y a eu pas mal de cafouillages. Il y a des gens qui ont fait un peu n'importe quoi pour que ça fonctionne. Enfin bref. Comme dirait l'autre, tant que ça fonctionne. Hein. Et donc, là, il te parle du fichier doctrine.yml présent dans config packages. On va aller le voir. Hop. Tac. Doctrine.yml. Donc là, on a doctrine.yml qui a été créé, ainsi que doctrine migrations. Donc, doctrine migrations, c'est tout simplement le dossier ici où vont être stockés tes migrations. Donc ici, kernel project dir représente le root de notre projet, donc la racine, et on va pointer sur le dossier migrations. Donc si on fait ça, on a un dossier migrations ici qui a été créé. Et donc pour l'instant, il contient rien, parce que nous n'avons créé jusqu'à présent aucune migration. Ensuite, donc, je reviens dans config. Ici, on a un fichier doctrine.yml qui a été créé. Hop. Nous l'avons ici. Et donc ce fichier, tu peux très bien ici spécifier donc, les valeurs nécessaires à la connexion à la base de données. Mais nous, on va le faire dans le fichier .env tel qu'il nous avait été spécifié. Sauf que dans la console, il nous disait de spécifier le serveur version ici. Mais on va également le spécifier dans la variable d'environnement database URL. Hein. On va pas commencer à en mettre ici et là-bas. Sachant que la variable database URL dans notre fichier .env va override les valeurs que l'on aura mis ici. Donc c'est-à-dire qu'en termes de priorité, c'est la variable d'environnement qui va prendre le dessus.
Ok? Donc, on va justement se rendre dans notre variable d'environnement. Attends, je vais réduire ceci, je vais réduire cela, je vais réduire ça. Ok. Donc, variable d'environnement.env ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On a un nouveau bloc qui a été créé ici. Donc, pour Doctrine Bundle. Ok? Ils nous disent ici que l'on doit configurer donc notre serveur version. Donc ils te disent ici ou dans. Donc là, ils te le spécifient par contre, ici ou dans doctrine.yml. Donc nous, on va le faire ici. Ok, comme je t'ai expliqué. Et encore, je dis qu'on va le faire ici, mais non, on ne va pas le faire ici. On va le faire dans un fichier .env.local. Pourquoi? Parce que ce fichier .env, il est commité. C'est-à-dire que quand tu vas faire un push, il va atterrir sur ton dépôt GitHub, sur ton dépôt GitLab, Bitbucket et compagnie. Là, bon, moi, on va voir que je vais pas spécifier de mot de passe, donc il n'y a rien qui craint, quoi. Mais il est quand même préférable de mettre ça donc dans un fichier .env.local qui, lui, ne sera pas commité, car il est présent dans le gitignore, ici. Le .env.local.php également. Donc je t'en parle parce que après tu vas voir qu'on va le créer, ce fameux fichier. Vendor n'est pas commité, bref. On en a déjà parlé, je crois, dans la première vidéo. Donc, ce que je vais faire, je vais venir ici, je vais copier tout ça. Ici, je vais créer un nouveau fichier à la racine, .env.local. Je viens copier tout ceci ici. Et du coup, ce que je vais faire, je vais supprimer tout ça. Je vais me laisser le important, parce que c'est important de vraiment marquer le must. Voilà où je veux en venir. C'est que avec le Doctrine Migrations Bundle, là, il y avait un problème parce que les gens ne configuraient pas ici leur serveur version. De base c'est 5.7, mais tu peux tourner sous MariaDB ou une autre version de MySQL, enfin bref. Et du coup, les gens avaient une erreur. Et certains ont trouvé comme parade, en gros, là, de se dire, bah attends, je vais supprimer le serveur version. Donc certes, ça a fonctionné pour pas mal de personnes, mais c'est pas pour rien qu'ici, ils mettent must en majuscule. Ici et également dans doctrine.yml, ici. Donc voilà, comme moi je préfère faire confiance aux commentaires qui sont laissés par les équipes de Symfony, donc le corps de Symfony, plutôt que faire confiance à des personnes qui commencent à bidouiller à leur sauce. Donc il suffit tout simplement ici de spécifier ton serveur version correspondant donc à ta base de données. Donc ce qu'on va faire, on va premièrement remplir les informations comme ça en one line. Donc ici MySQL, ici je suis root, ici je vais pas avoir de password, le dbname je vais l'appeler API Skeleton pour rester tel que le nom de départ, hein. Et serveur version, du coup, ce que je vais faire, je vais m'ouvrir là, tac, MySQL, root-p, tac, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma version de MariaDB est la 10.5.5. Si on vient voir la documentation, parce que Symfony en parle, hein, pas de souci. Hein. Hop, donc dans Doctrine configuration référence, Doctrine Bundle, tu descends. Donc ici, tu as ton fameux fichier doctrine.yml. Ici, comme je te disais en début de vidéo, tu peux configurer les données de connexion à ta base de données. Mais nous, on va le faire dans une variable d'environnement. Ok. Et si tu descends un peu ici, if you are running a MariaDB database, you must prefix the server version value with MariaDB. Donc, hop, MariaDB avec un tiret. Tu viens copier ça. Là, tu as un exemple. Sauf que moi, c'est pas 10.4.14. Hein. Je viens là. J'enlève le 5.7. Je mets ceci.
et je mets 10.5.5. Donc voilà, j'ai spécifié le serveur version, je respecte ce qui est indiqué dans le commentaire ici, ainsi que dans le commentaire doctrine.yml, et il n'y aura aucun souci. Donc ça, c'est donc la première façon de faire. Tu peux également, ici, faire d'une autre façon. Donc je vais commenter... Oula. Mince, j'avais sélectionné le texte. Je vais commenter ça, et je vais venir, cette fois-ci, spécifier différentes variables d'environnement pour scinder donc la création de mon database URL. Je vais faire une variable d'environnement db_user qui va être égale à root. Je vais avoir une variable d'environnement db password qui va être égale à une chaîne vide. Je vais avoir db name, donc on a dit qu'elle s'appelait API Skeleton. Je vais avoir une variable db version qui va être maria db-10.5.5. Ok. Maintenant, je vais venir, je vais copier ce qu'il y a là. Je vais enlever le commentaire. Ici, je vais remplacer root. Donc là, pour interpoler une variable d'environnement, c'est comme en JavaScript, $, accolade, et dedans, tu viens mettre db user. Ici, je vais avoir mon db password, ici, je vais avoir mon db name, et enfin, ici, en toute fin, mince, je suis trompé, donc égal, hop, ça va être db version. Donc là, l'avantage de procéder ainsi, c'est que là, database URL, tu ne toucheras plus à ça, en tout cas pour des bases de données MySQL, MariaDB, tu ne toucheras plus à cette variable d'environnement, et toi, ce que tu vas venir toucher, du coup, c'est selon si ta DB version est différente, si, du coup, la base de données, le nom de ta base de données, et si tes identifiants de connexion sont différents. Donc si tu as un utilisateur, un password et compagnie. Mais ça, du coup, ça ne bougera pas. Donc là, petite nuance, après, il est très important de respecter cet ordre. Enfin là ces quatre variables-là peuvent être dans l'ordre qu'elles veulent, c'est pas un souci. Mais par contre, la database URL doit être après ces quatre variables. Pourquoi? Parce que database URL est dépendante de ces variables-là. Donc il ne faut pas la spécifier au-dessus, sinon tu n'auras aucune valeur à ces emplacements. Très important. Donc ne pas faire ceci. Hein. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, oui. Parce que toutes les variables dont elle dépend sont au-dessus d'elle. Ok? Donc là, je vais laisser comme ça. Tu fais comme tu veux. Hein. La plupart du temps, c'est ainsi que c'est fait. Mais là, c'est histoire de te montrer les deux façons de faire, donc avec l'interpolation de variables d'environnement. Ok. Maintenant, ce que je vais te montrer, hop, on va revenir dans le PowerShell, c'est une commande qui s'appelle composer dump env, et ici, je suis en environnement de développement, donc je vais rajouter dev derrière. Je fais entrer, et là, il m'a dumpé donc le .env dans un .env.local.php. Je me rends dans ce .env.local.php et qu'est-ce que l'on voit? On voit toutes nos variables d'environnement. Donc en fait, ce fichier, il te sert à quoi? C'est un fichier de cache qui va te servir surtout du coup en production, parce que il faut savoir que à chaque requête, le fichier .env est est lu et analysé, donc parsé. Et du coup, ça, après c'est vraiment négligeable, mais ça te bouffe de la performance. Tandis que là, c'est mis en cache et ce n'est donc pas lu et analysé à chaque requête. Ok? Donc important, recommandé dans la documentation
de procéder ainsi, d'avoir un fichier .env.local.php pour la prod. Ok? Donc ça, tu vas vérifier dans la doc par toi-même, et tu verras que ce que je dis est correct. Hop. Ensuite, donc bien sûr, toi, il faudra mettre l'environnement de prod, hein, et non pas dev. Hein. Mais autant s'y habituer déjà, histoire de ne pas oublier par la suite. Parce que je suis persuadé que bon nombre de personnes ne font pas ceci. À présent, bon, on va créer notre première entité. Donc je vais pas être original, hein, je vais faire comme Monsieur Tout le Monde. On va créer un pseudo-blog. Hein, c'est pas le but, c'est pas de faire un blog stylisé ni rien. C'est vraiment de partir sur du Symfony, pas faire du CSS, du JS et compagnie. C'est pas le but. Donc on va faire un truc vraiment très simple. Et donc on va créer une première entité article ici. Donc je vais réouvrir. CLS, ok. Et donc pour ce faire, Symfony console make entity article. Donc là, notion importante. Les entités, elles devraient tout le temps être nommées au singulier, pas au pluriel. Pourquoi? Parce qu'une entité représente la création d'un objet, et non pas de plusieurs objets. Tu crées un objet à la fois. Donc, une entité, un objet. Et par contre, en base de données, ce qui serait plus logique du coup, c'est d'avoir une table qui s'appellerait article avec un S. Parce que la table va contenir plusieurs articles. Donc voilà la petite différence, la petite notion à avoir, parce que avec Symfony, nous nommons en règle générale nos entités sans pluriel, donc au singulier. On va voir par la suite comment renommer une table après, pas de souci. Hein. Et donc, cette entité article là, on fait entrer. Et là, qu'est-ce que tu vois? Donc il nous a créé un fichier article dans le namespace src entity. Hop, src entity, on trouve un fichier article. Et il nous a également créé un fichier article repository dans le namespace src repository. Boum, boum. Donc le repository, il sert à quoi lui? Il sert en fait à concentrer toutes tes requêtes que tu vas, toutes tes requêtes DQL customisées que tu vas créer, customisées ou non, que du coup tu vas pouvoir utiliser dans tes différents services, dans tes contrôleurs, un peu partout. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dupliquer du code, d'aller en mettre dans un contrôleur, puis un autre et compagnie. Le but, c'est de vraiment centraliser. Donc il est là pour ça, lui, de centraliser les requêtes à la base de données. Et par rapport à une entité précise. Donc ici, article. Ok? Donc là, il nous dit que du coup, tu peux ajouter les champs d'un. Donc là, il te demande la propriété. Moi, je vais dire non, je fais entrer. Boum. Donc là, il te dit success. Donc maintenant, tu peux créer une migration avec PHP bin console make migration ou Symfony console make migration. Mais pour l'instant, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est aller voir donc mes deux fichiers qui ont été générés. Je viens dans mon entité article. Et donc, tu vois qu'ici, ça utilise Doctrine, ORM. Donc ici, avec un alias ORM. Et donc tu vois ici une première annotation ORM Entity. Donc en fait ça va définir cette classe comme une entité. Ok? Donc c'est-à-dire une entité comme je t'ai dit au tout début, c'est ce qui va permettre d'interagir avec comme intermédiaire Doctrine avec la base de données. Ok? Il va faire le lien relational mapping, quoi. Object relational mapping. Et ici on lui spécifie donc le repository qui est lié à cette entité. Si tu viens ici... Ah merde, je peux même pas rentrer dedans là avec... Ah c'est nul ça. Ah c'est nul.
Parce que moi, j'ai l'habitude de développer avec PHP Storm, mais là, on peut pas rentrer dedans, là, si on fait un clic CTRL clic. Bah mince. Donc je voulais te montrer que dedans, bon bah c'est dommage, hein. Je voulais te montrer que dedans, dans cette classe, donc Entity est une classe, hein. Enfin, cette annotation nous mène à une classe, quoi. Et donc il y avait deux propriétés dedans, donc repository class, donc le repository qui est lié à cette entité, et une propriété read-only qui par défaut a une valeur false, donc c'est-à-dire que on souhaite écrire, pouvoir écrire et non pas seulement lire. Ok ? Donc tu peux bien sûr spécifier, c'est rarement le cas, mais tu peux spécifier read-only à true. Ou carrément pas mettre de setter et compagnie. Hein. Et donc ici donc ID generated value. Donc là pareil, dedans donc c'est une classe et dedans tu as plusieurs types. Attends, bon on va aller voir si ici ça en parle. Property mapping, the ID. Donc ça pour la notation colonne, ok. Les types. Voilà. Generation Strategies. Donc en fait, dans Generated Value, là, par défaut, il te met la valeur auto. Donc en fait, il va sélectionner la stratégie préférée en fonction de ton type de base de données. Donc ici, comme tu peux lire, pour MySQL, SQLite, MS SQL et compagnie, il va du coup choisir Identity. Si c'est une base Oracle ou PostgreSQL, il va choisir séquence. Donc en gros, le fait de mettre en auto, il se débrouille en fonction de ta base de données. Ok ? Ensuite ici, on a une annotation colonne. Donc c'est ce qui va en fait représenter un champ de ta table en base de données. Et ici, donc, tu as... c'était où? Donc ici. The colon annotation. Tu as différentes options. Donc le type, donc par défaut, c'est string. On va voir que, en fait, grâce... donc, par rapport aux méthodes qui sont codées dans les classes en question, là, de Doctrine, si tu tapes une propriété qui commence avec is, il va te proposer par défaut le champ boolean. Si tu tapes une propriété qui se finit par at, il va te proposer par défaut un champ type datetime. Mais sinon, le champ par défaut à la base c'est string. Ok ? Tu as le champ name, tu as une option name, une option length, une option unique, nullable, precision et compagnie. Bref, après, il faudra te référer à cette documentation pour en savoir plus. Donc c'est lié à Doctrine ici. Ici, tu as les différents types de champs que tu peux saisir. Donc string, donc on a parlé par rapport à type ici. Tu as string, integer, small int, big int, boolean et compagnie. Bref, t'en as plein. Pareil, si tu veux te renseigner dessus, tu viens sur la doc de l'ORM Doctrine. Hein. Il y a pas mal d'informations dessus. Hein. C'est une documentation. Et donc tu auras donc des informations dessus. Ok ? Donc ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va se rajouter des champs à présent. Donc on a vu qu'ici, donc il nous avait créé un ID et une méthode get sans setter parce que c'est auto-incrémenté. Donc du coup, il n'y a pas besoin de setter. Ok ? Maintenant, je ferme ça, je réouvre, hop, tac, et je vais refaire Symfony console make entity article. Et donc là, en fait, il va pas recréer une entité, il va se rendre compte que une entité existe déjà. Donc, je fais entrer. Et là, donc il me dit, ton entité existe déjà, allez go, ajoutons des champs. Ok, donc qu'est-ce qu'on voudrait rajouter dans notre entité article?
on veut rajouter un champ title. Quel type doit-il avoir? Donc je veux qu'il ait un type string. Quelle longueur? 255, ça me va. Donc c'est les strings, c'est par défaut, 255 par défaut, donc tu as juste à faire entrer. Tu n'as pas besoin de spécifier, de l'écrire ainsi. Tu le laisses ainsi, si 255 te convient, tu fais entrer. Hop, je vais agrandir. Est-ce que ce champ peut être nul en database? Il te met no par défaut, et donc, oui, en effet, je ne veux pas qu'il soit nullable. Ensuite, je veux un champ content. Ça va être un type, donc ici tu peux faire point d'interrogation pour savoir les différents types. Je fais point d'interrogation. Et donc ici, main type, moi je veux que ça soit un champ de type texte. Donc, hop, type texte. Est-ce que ce champ peut être nul en database? Bah non, c'est un article sans contenu, ça sert à rien. Donc ensuite, qu'est-ce que je vais me rajouter? Je vais me rajouter un champ slug. Donc le slug, c'est un identifiant sous format texte qui ne contient pas d'espace ni de ponctuation. Donc au lieu d'indiquer en fait dans ton URL article /1, ben là tu pourras mettre le nom de l'article qui aura été dépossédé de ses espaces et de sa ponctuation. Ok? Donc pas de diacritiques et compagnie. Et donc ce slug, donc ça va être un champ de type string. 255, ok. Non, ça peut pas être nullable. Ensuite, qu'est-ce qu'on va se rajouter? Une propriété created at. Donc là, attention, faut pas mettre d'underscore. Tu nommes tes propriétés en camel case. Et après, en base de données, lui, il va utiliser la convention snake case. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va trouver une lettre majuscule, après une lettre, eh bien, il va te mettre un underscore, ok? Donc created at, attention, je fais entrer, et boum, qu'est-ce qu'il me propose? Date time, et non pas string, ok? Donc ici, je vais faire le point d'interrogation, parce que moi, date time, ça me convient pas, parce que created at, c'est une date qui n'est pas censée changer, ok? Donc je fais point d'interrogation, je vais dans les date time types, et une date qui n'est pas censée changer, c'est un datetime immutable. Donc ici, je viens copier, datetime immutable. Hop. Est-ce que ce champ peut être nul en database? Ben non, parce que quand je crée un article, je veux la date de création. Hop. Ensuite, je vais continuer sur les dates. Je vais mettre une date published at. Donc ça, c'est la date de publication et non pas de création. Donc, ici, je vais laisser... non, j'ai une bêtise, je vais pas laisser datetime, je vais mettre datetime immutable également. Parce que s'il a été publié, il est publié, quoi, hein, c'est pas censé être modifié. Donc je mets ça... là, par contre, ça peut être nullable, parce que quand tu crées l'article, il n'est pas forcément publié en même temps. Donc là, yes. Et enfin, je vais me rajouter une date edited at, parce que si je veux reprendre mon article, faire une modification dessus, donc je fais entrer. Et cette fois-ci, je vais pas mettre un datetime immutable, mais bien un datetime, parce que edited at va pouvoir à chaque fois changer. Si je l'ai créé aujourd'hui, donc le 10, je le publie dans 2 jours, donc le 12, et que le 15, je modifie, ok, je vais avoir ma première entrée de date dans edited at, mais imagine j'ai fait une coquille et le 16, je le modifie, eh bien je vais vouloir modifier cette date. Donc du coup, je veux pas que ça soit un datetime immutable, mais bien un datetime ici. Donc là, je fais entrer pour datetime. Est-ce que ce champ peut être nul en database? Yes. Et enfin, je vais me mettre donc un booléen is published. Donc, je t'ai dit que si ça commençait par is, il te proposerait boolean. C'est le cas. Bingo. Je fais entrer. Est-ce que ce champ peut être nul en database? Ben non. Je veux savoir s'il est publié ou pas, quoi. Tac. J'ai tout mis. Je fais entrer. Et il me dit donc, encore une fois, PHP bin console make migration. Donc là, pour l'instant,
on va aller voir notre entité, à quoi elle ressemble. Donc, on a nos différents champs, enfin nos différentes propriétés, excuse-moi. Et ici, on a des getters et des setters. Et comme tu peux voir ici, on ne retourne pas rien, on retourne l'objet lui-même, retourne 10. Pourquoi? Ça va nous permettre de faire des méthodes fluentes. C'est-à-dire, une méthode fluente, ici par exemple, si je mets pas le point virgule, enfin, faudrait, là, bon, j'ai pas d'exemple là, mais en gros, je pourrais mettre plusieurs fois, ici, une flèche en dessous, une autre propriété, une flèche en dessous, une autre propriété. Donc, grâce au fait que l'on retourne l'objet lui-même et non pas rien du tout. Donc ici, on aurait void sinon, en retour de fonction. Ok, en retour de méthode, excuse-moi. Donc, tac, ok, on est bon pour ça. Moi, par contre, ici, ça me plaît pas trop, parce que je suis sous PHP 7.4, et j'ai envie de spécifier, du coup, les différents types. Donc ici, c'est un int, ici, c'est un string, ici, c'est un string, slug, c'est un string, ici, c'est un date. Comment ça s'écrit déjà? Je sais même plus s'il y a datetime interface. Alors, attends, j'ai pas envie d'écrire de bêtises. Type property datetime immutable. J'ai pas envie de me manger une erreur. Ah putain. Comment on type ça déjà? Attends, je vais m'ouvrir un projet. Un projet à côté, parce que là, j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Hop, et j'ai pas envie non plus de faire de bêtises et qu'après ça pète. Donc je vais m'ouvrir un projet. Allez, charge petit. Donc, ok. Je vais aller ouvrir quel projet moi? Tac, tac. Donc, ouais, donc c'est bien en camel case. Donc, date, time, immutable. Ok, c'est ainsi. Je voulais pas écrire de bêtises. Donc, j'ai le même typage ici. Hop. Et ici, c'est un date time. Est-ce que c'est pas date time immutable? Il n'y a pas une notion de... Il n'y a pas une notion d'interface là? Je vais ouvrir un autre dossier. Je suis désolé, hein, mais c'est le genre de truc que j'ai pas en tête spécialement. Où est-ce que je vais pouvoir les choper ça? Dans quel dossier? Dans quel dossier j'ai ça, moi? Ça me fait une petite pause sur la parole. Parce que c'est fatigant, n'empêche, de parler non-stop. Et donc, là... Bon allez, trouve-moi un dossier là. Ça me fait penser qu'il faudra que je range mes dossiers et j'aurais pu utiliser GitHub sinon.
Ouais, bon, bah laisse tomber. Laisse tomber pour ça. Donc, on verra si ça pète ou pas. Et là, c'est un boule. Donc, là, voilà, maintenant c'est typé, ok. Donc à partir de 7.4. Et donc voilà, on a parlé donc du return 10, donc, qui se retourne lui-même pour pouvoir utiliser ensuite les méthodes fluent. Ok, donc on est bon au niveau de notre entité. On a parlé des différentes annotations, colonnes, generated value, entity, le repository class. On a fait le tour pour l'entité ici. On va venir voir l'article repository. Donc on voit qu'ici, on a des méthodes déjà qui sont déjà faites pour nous, hein, il n'y a plus qu'à utiliser. Donc la méthode find, la méthode find one by. Donc find va te retourner un array. Ici, il va te retourner... Attends. Non, find, il va te retourner du coup un article, excuse-moi, un objet. Là, il va te retourner un objet également. Là, il va te retourner un array avec tous les articles contenus dans la table en question. Et un find by. Donc là, la signature, tu places un critère en question. Donc si truc est à true ou à false. L'ordre, la limite, l'offset. Donc pour la pagination et compagnie. Et là, tu as donc un exemple. Ils te mettent des exemples en commentaire de requêtes DQL avec le Query Builder. Donc tu vois à quoi ça ressemble, un alias ici. Là, je sais pas pourquoi ils mettent un NWhere alors qu'on n'a pas encore eu de where. Mais bon, après c'est pas un problème, hein, tu peux mettre NWhere direct. Et donc voilà quoi. Donc ici le set parameter qui te permet de faire en gros une requête préparée. Hein. Tu ne mets jamais directement la valeur de l'utilisateur pour éviter les injections SQL. Donc c'est comme avec execute prépare bien sûr. Donc, get query, get result. Donc là tu vas obtenir ton tableau. Donc avec maximum 10 résultats ici. Et là tu vas obtenir soit un objet, soit null, avec get one or null result. Ok. Donc ça, pour l'instant, on va pas utiliser de requête ni rien. Pour l'instant, hein, c'est pas le but de la vidéo ici. Enfin, de cette partie de vidéo. Et donc, que je m'y retrouve maintenant, parce que ça m'a un peu perturbé là, cette notion de typage là sur mes propriétés. Et donc ouais, je voulais dire que par la suite, on va créer, donc dans une prochaine vidéo, peut-être pas la vidéo qui va suivre, mais peut-être la vidéo d'après, ou enfin à voir. J'ai pas encore trop tablé dessus. On va créer 3 nouvelles entités. Donc une entité catégorie, une entité author et une entité picture avec lesquelles on fera une liaison avec l'entité article. Donc ça nous permettra de voir les fameuses relations avec Doctrine. Ok. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir te dire à présent? Au niveau de l'entité, il faut faire attention. Par exemple, là, bon attends, je suis en train de me perdre. Mais là, donc je te disais tout à l'heure, je t'ai parlé qu'une entité doit être au singulier, ok? Donc article. Sauf que je voudrais, par exemple, que ma table en base de données s'appelle articles, donc avec un S. Eh bien, il va juste me falloir rajouter ici une annotation, table, et je vais lui spécifier un name à ma table, et je vais l'appeler articles, tout simplement. De ce fait, la table qui sera en base de données s'appellera articles, nickel. Alors que mon entité, là, dans mon travail avec Symfony, je ferai toujours référence à article. Mais si je veux voir la base de données, je verrai articles. Ok, c'est clair? Donc, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Donc, parce que par défaut, sinon, la table dans la base de données aurait eu le nom de l'entité par défaut. Hein. Alors, elle serait appelée article, ok?
Donc là, pareil pour les noms de colonnes, ça va prendre par défaut les noms des propriétés. Mais là, j'ai pas envie de modifier les noms qui seront en base de données. Hein. Je laisse ainsi, il n'y a pas de souci. Sinon, ça sera un peu chiant si jamais un jour tu veux faire du SQL et que tu as modifié les noms de chaque colonne dans tes tables. Ça va être compliqué avec des requêtes SQL du coup, vu qu'il ne fera plus le lien avec... il n'y aura pas le lien avec tes noms de propriété ici dans tes entités. Donc attention à ne pas tout renommer non plus. Hein. Et donc maintenant il nous reste à mettre à jour notre base de données, parce que là c'est bien beau, on a créé notre entité, l'article repository est créé, ok, on est content. Mais maintenant il nous faut donc mettre à jour notre base de données. Donc là, tout à l'heure, j'avais ouvert... Non, c'est pas ça, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. J'avais ouvert un terminal MySQL. Et ici, si je fais use API skeleton, il te dit que cette base de données n'existe pas. Ok, c'est normal, vu qu'il nous faut à présent, premièrement, faire la création de notre base de données. Donc, tu as une commande qui s'appelle Symfony. Donc, on va taper Symfony console déjà. Et on va voir ce qui nous est proposé. Donc, on va forcément avoir... Ça va forcément avoir un rapport avec Doctrine. Donc, on se place en dessous de ce mot-clé et on va checker qu'est-ce qui peut correspondre, quelle commande peut correspondre pour la création de notre base de données. Et si tu descends, Doctrine Database, tu vois ici Doctrine Database Create, et qui va te créer la base de données configurée, que l'on a configurée via le fichier .env. Donc du coup, on va taper cette commande, Symfony console Doctrine Database Create. Donc tu peux taper l'ensemble comme ça de la commande en entier, mais moi ce que je fais généralement, c'est que je fais DDC, tout simplement. Doctrine Database Create, c'est un shortcut. Et du coup, si je reviens en arrière, Symfony console, que je viens au niveau de Doctrine Database, on voit Doctrine Database Create, Doctrine Database Drop, et ainsi de suite. Donc c'est dans l'ordre alphabétique. Et comme tu peux voir, il n'y a qu'une seule commande ici, qui commence par un C, donc aucun problème, il n'y aura pas de conflit. Donc DDC va forcément me lancer cette commande-là. Donc à toi de voir si tu utilises les raccourcis ou pas. Moi, je les utilise. Donc Symfony console DDC. Hop. Donc là, il te dit qu'il a créé une database API skeleton. Donc il s'est basé sur ce que tu as indiqué ici dans ton env.local ici. Et maintenant, si je viens ici faire use API skeleton, boum, on voit database changed. Donc maintenant, je tourne sur API skeleton. Et si je fais show tables, non, c'est pas show tables, si? Ouais, donc show tables, il me dit empty set, donc je n'ai pas de table à présent. Et c'est là que va intervenir du coup la migration donc qu'il nous proposait de faire. Donc je vais revenir sur mon onglet PowerShell et je vais taper Symfony console make migration. Je fais entrer. Was never imported. Ah putain.
String table. Donc là, il faut faire attention. Moi comme je suis habitué à travailler avec PHP Storm, j'ai pas ces problèmes-là. Mais là, du coup, il fallait que je fasse donc, un import. Et donc avec VS Code, tu as une extension qui s'appelle PHP Namespace Resolver qui te permet du coup d'importer les différents use là, de t'écrire les différents use pour toi. Donc soit avec un clic droit, soit avec CTRL, Alt, I, je crois, quelque chose comme ça. J'ai plus l'habitude avec VS Code. Mais là, j'essaie donc du coup de me baser sur un éditeur de texte que tout le monde peut utiliser sans débourser un seul centime ou utiliser une version d'essai de PHP Storm par exemple. Je vais juste me remettre la musique là parce que ça me perturbe. Tac. J'aime bien avoir ma petite musique en fond. Donc tac. Et donc ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là maintenant, je vais relancer la commande. Hop. Make migration. Donc là, il me dit success. Et il me dit de voir là le nouveau fichier qui a été créé dans le namespace, donc migrations. Je vais venir ici. Tac. Je ferme ça. Et j'ouvre ce fameux fichier. Donc ici, tu vois que le fichier, il est préfixé avec le terme version. Et ici, qu'est-ce que tu vois? Donc les 4 premiers chiffres, c'est l'année. Ensuite, tu as le mois. Ensuite, tu as le jour. Donc on est bien le 10-09-2020. Et ensuite, tu as l'heure. Donc au moment où j'ai généré la migration, il était 11h05 et 59 secondes. Donc voilà, déjà, au moins, tu seras éclairé sur ces fameux noms de version ici. Ensuite, dedans, donc tu as deux méthodes, donc une méthode up et une méthode down. La méthode up, du coup, c'est celle qui va mettre à jour ta base de données en fonction des modifications. Donc ici, dans le cas présent, elle va exécuter donc une requête SQL, create table articles, tac tac tac, hop là. Donc tu vois que tout ça, il te l'a fait très très simplement. T'as pas eu besoin de taper quelconque code SQL. Mais après, tu peux toujours toi-même... Attends, je vais faire Alt Z, voilà. Tu peux toujours toi-même venir vérifier les fichiers de migration au cas où qu'il y ait quelque chose qui soit mal pris en compte. Donc tu peux à tout moment venir modifier ici le code de la requête SQL pour le modifier avant vraiment d'exécuter la migration. Cela, il te crée un fichier de migration, mais tu peux très bien le modifier ce fichier, ok? Et ensuite, tu as une méthode down qui te permet de revenir à l'état précédent, ou d'une version particulière d'une migration par rapport à ta base de données, ok? Si jamais il y a une erreur qui a été faite, tu peux bien sûr revenir en arrière, comme tu peux aller en avant, ok? Donc, notre fichier de migration a été créé. Si je réouvre mon terminal, il me dit maintenant, lance la migration avec la commande suivante. Donc, doctrine migrations migrate. Donc ici, pareil que tout à l'heure, taper Symfony console. Je vais venir ici, donc toujours doctrine, il est là. Et donc, doctrine migrations, migrate, il nous disait, donc on descend, donc là on arrive à migrations, on voit qu'il y a current, diff, dump schema, execute, generate, latest, list, migrate, et ensuite rollup. Donc là, si tu as compris le principe, je vais pouvoir écrire Symfony console DMM, et du coup il n'y aura pas de conflit. Donc là il te dit, exécute une migration to spécifier de version, tac, version or the latest available version. Donc tu peux lui spécifier la version que tu veux ou la dernière version qui a été générée. Ok? Donc, hop, je viens là, petit CLS, Symfony console DMM. Là, il te dit
voulez-vous exécuter la migration alors que ça peut créer des problèmes? Donc là, à toi de voir, oui ou non. Faut être sûr de toi. Donc du coup, il te met yes par défaut, mais tant que t'as pas fait entrer, il ne va pas te l'exécuter. Donc là, je vais faire ctrlc pour sortir de là. Et je vais remettre ma commande, et là, par exemple, si à chaque fois, toi, t'es sûr, t'es serein, en gros, si tu lances cette commande, c'est que, voilà, t'as envie de la lancer, quoi, tu t'es sûr de toi, tu peux rajouter ici une option qui est No Interaction. Donc, ici, d'abord, tu peux faire Help, et ça va te spécifier, du coup, les différentes options que tu peux placer, les différents flags que tu peux passer, avec une explication à chaque fois, hein, ok? Et nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est le flag No Interaction. Donc du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter la migration sans te mettre un message d'avertissement, ok? Donc pour aller plus vite, Symfony, donc No Interaction. Ainsi, il va le faire sans te prévenir. Boum, tu fais ça. Il te dit qu'il a migré, c'est bon. Et donc, qu'il a effectué une requête SQL ici. Parfait. C'est ce qu'on avait vu dans le fichier de migration. Maintenant, je vais venir ici, MySQL. Je vais refaire show tables. Je vois qu'il a deux tables ont été créées dans API Skeleton. Donc ma fameuse table Articles et une table Doctrine Migration Versions. Si je viens taper, donc je peux faire describe Doctrine Migration Versions. Et donc là, je vais voir comment est constituée ma table Doctrine Migration Versions. Donc il a un champ version, varchar 191, donc ça c'est le fameux version qui préfixe la date et l'heure à laquelle ça a été généré. Donc ça peut pas être nul, clé primaire, bla. Donc tu as également un champ executed at qui est un datetime et execution time qui doit être donc du coup un timestamp. Ok? Donc maintenant, à chaque fois que tu pousseras une migration, que tu lanceras une migration, eh bien la version de la migration ainsi que l'exécution de la migration sera présente en base de données. Donc ça te permet de faire un suivi. Je peux également aller voir du coup describe articles. Et là, je vois ma fameuse table articles que l'on a créée via notre entité article. Donc, un champ ID en clé primaire qui s'auto-incrémente. Un champ title, varchar 255, un champ content, donc texte. Un champ slug, varchar, created at datetime. Donc c'est un datetime immutable, hein, pas un datetime. Attends... c'est quoi déjà la commande? C'est un truc... Attends. Show. Je crois que c'est full columns from. Du coup, ma table articles. On va taper ça. Ok, nickel. Là, donc là, c'est beaucoup mieux. Et donc là, bon, du coup, c'est large. Il me semble qu'il y a une commande qui fait que tu peux afficher dans le terminal du coup les colonnes quand c'est comme ça, quand c'est super long, tu peux les afficher plutôt en mode portrait plutôt que paysage, mais là je m'en souviens plus. Et donc là on voit du coup datetime et il te spécifie entre parenthèses. Ah c'était peut-être ça y était peut-être du coup sur l'autre version. Non, il n'y avait pas le comments. Et du coup, là, en commentaire, il te spécifie que c'est un datetime immutable. Ici, published at, également, il te le spécifie que c'est un datetime immutable. Par contre, edited at, tu vois qu'il n'y a pas de commentaire. Donc, c'est bien un datetime tout court. Ok? Donc là, ouais, la commande show full columns te permet vraiment de voir plus d'informations. Donc là, les privilèges, bon, je m'en fous un peu. Mais du coup, tu vois la collation aussi.
Donc, tu vois que pour les champs de type texte, donc texte et varchar, on voit du coup qu'on est en UTF-8, MB4, Unicode, CI. Ok? Donc c'est bien, ça te permet vraiment de tout voir ainsi. Donc avoir la commande qui permet de mettre en mode portrait, il faudra que je regarde pour la prochaine vidéo. Ça sera plus sympa peut-être. Quoique ici c'est pas vraiment dérangeant. Hop, donc ok, on a vu notre structure. On n'a rien dedans, hein, donc ça sert à rien de faire un select all, blablabla. On n'aura rien dedans. Mince. Attends, pour moi, j'aurais pas dû faire ça. Tac, tac. Et donc, on va se remettre sur le PowerShell. On revient là. On se remet ça. Tranquille. Et donc là, on a vu donc une façon de faire en créant une migration. Donc ça, c'est apparu, il me semble, avec Symfony 4. Je me rappelle plus, je crois 4.0 peut-être, hein, ou Symfony 3.4, je sais plus. C'est peut-être Symfony 3.4. Et du coup, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce fichier. Hein, tranquille. On se supprime ce fichier migration. On va revenir dans notre MySQL. Et ce que je vais faire, c'est que je vais carrément drop database API skeleton. On va faire au plus simple. Tac. Donc show database API skeleton. Non, mince. Ah, putain. Qu'est-ce que je suis en train de faire? CLS, tac. Use API skeleton plutôt. Et donc là, elle n'existe pas, ok. Hein. Donc on va la recréer. Donc comme ça, ça fait un peu de drill. Tac, elle est recréée. Et donc là, on a une base de données. Hein. Donc je viens là. Je relance use API skeleton. Donc on tourne dessus. Je fais show tables. On voit que l'on n'a rien. Hein. Ok, j'ai recréé une base de données et elle est vide. Donc on va voir l'ancienne façon de faire, ou la façon de faire tout simplement si t'as pas envie de t'embêter avec les migrations quand tu dev par exemple. Mais après il est plutôt recommandé d'utiliser les migrations quand même, surtout pour la prod. Hein. Mais donc si tu veux pouvoir mettre à jour ta base de données sans créer de migration, donc déjà premièrement, ce que tu peux faire, c'est te faire une commande Symfony console doctrine. Bah attends, on va aller voir tout simplement en tapant Symfony console, ce sera plus simple. Hop, donc doctrine, donc là le schéma, et du coup tu vois les différentes commandes. Et nous, ce qu'on veut voir en premier temps, c'est les commandes qui vont être exécutées si on veut du coup mettre à jour sans les migrations. Donc du coup, ça va être doctrine, schéma, update. Ok. Donc, hop, super, j'ai mon imprimante qui se met à tourner en même temps. Et donc, je vais faire Symfony, console, doctrine, schéma, update, et ici je vais lui mettre help. Du coup, il va nous indiquer les différents flags que l'on peut lui passer. Et moi, le flag qui m'intéresse, c'est le flag dump SQL. Ok. Donc, je vais relancer. Tiens, elle en fait du bruit. Dump SQL ici. Et du coup, il va te dire que ce qu'il y a ci-dessous, donc les requêtes SQL ci-dessous, vont être exécutées si jamais tu lances une autre commande. Donc ça va exécuter, create table, article et compagnie, ok? Donc c'est exactement la même chose, tout ceci, que l'on retrouvait dans la méthode add_SQL qui était présente dans le fichier de migration que l'on avait généré. C'est la même chose, sauf qu'ici tu n'as pas
comment dire, le fichier de migration, en fait, il va te servir comme un versioning, un peu comme Git. Tandis que là, tu n'auras pas cette occasion-là en procédant excuse-moi, ainsi. Donc ensuite, la commande qu'on va vouloir lancer, donc je vais refaire Symfony console. On revient là, doctrine schéma. Et c'est toujours update, donc ouais, j'avais pas besoin, excuse-moi, j'avais pas besoin de taper Symfony console, mais Symfony console, donc D pour doctrine, S pour schéma, U pour update, donc j'aurais pu te le montrer, mais il n'y a pas d'autre, il n'y aura pas de conflit. Et là, je vais remettre help. Tiens. Ah oui, j'ai fait un espace, autant pour moi. Là, j'ai fait un espace entre les deux tirés et le help. Je me disais qu'est-ce qu'il a, mais... Hop là. Donc là, c'est mieux. Tu vois que la coloration n'est pas la même. Là, il est grisé, et là, non. Enfin, il est grisé enfoncé. Donc je refais ceci, donc avec le bon flag. Et du coup, si tu veux mettre à jour les requêtes SQL, il te met ici Alternatively, you can execute the generated queries. Donc ici, en fait, il te dit que tu n'as plus qu'à mettre le flag force. Ok? Tu pouvais également voir les requêtes qui allaient être exécutées et mettre le flag force en même temps. Il t'aurait montré les requêtes et il aurait exécuté dans la foulée. Donc là, moi, je voulais le faire en 2 temps. Donc voir d'abord et ensuite, si ça me va, les exécuter. Donc avec le flag force ici. Donc du coup, un petit CLS pour nettoyer ça. Je relance Symfony DSU et ici, je remplace help par force. Je fais entrer. Boom, database schéma updated successfully. Donc maintenant, je reviens dans ma base de données ici et je vais faire show tables. Et là, qu'est-ce que tu vois? Tu ne vois uniquement qu'une table articles parce que nous n'avons pas créé de table Doctrine Migrations Version, vu qu'on n'a pas utilisé les migrations. Donc ici, je peux faire du coup describe articles, et on aura exactement la même chose que tout à l'heure. Donc tu as le même résultat, sauf qu'ici tu n'as pas de pseudo versionning. Je dis pseudo parce que c'est pas exactement ça, mais ça c'est tout comme. Et du coup, donc on n'a pas créé de fichier de migration, mais voilà, tu vois les deux façons de faire. Donc nous, ce qu'on va faire, on va du coup pas s'embêter de nouveau, je vais faire API drop API skeleton, database, tac, donc use API skeleton, paf, elle n'existe plus, on est d'accord, hein. Mince, c'est pas ce que je voulais faire, je vais sélectionner le PowerShell ici, et ici, pour une troisième fois, Doctrine, Database, Create. Donc là, il me l'a recréé, nickel. Et du coup, Symfony console, make migration. Il te l'a créé, tu as ton fichier ici. Hop. Tu vois qu'on a toujours la même date, sauf que par rapport à tout à l'heure, ici, je l'ai exécuté à 11h, enfin je l'ai généré à 11h, 23 minutes et 17 secondes. Nickel chrome. Donc c'est toujours la même requête, ok. Et donc, ici, Symfony, console, DMM, no interaction. Donc du coup, il va me migrer les données sans m'interrompre, et on est ok. Donc maintenant, je reviens là pour encore une dernière fois. Use API skeleton. Et du coup, show tables. Donc voilà, on est revenu avec nos deux tables, articles et doctrine migration versions. Donc ici, tu as pu voir que la création du coup des datas, enfin des datas, excuse-moi, je commence à fatiguer. Tu as pu voir la création des tables de deux différentes façons, donc avec fichier de migration ou sans fichier de migration. Donc ça, c'est à toi de voir comment tu veux gérer ça.
est-ce que tu vas avoir des migrations ou pas. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ok. Hop, on revient là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... ce qu'on pourrait se faire, c'est se faire une commande SQL, par exemple. Ouais, une commande SQL pour se mettre... juste pour voir... comment dire, l'utilisation de requêtes SQL dans la console. Donc ici, faire Symfony console. Et du coup, putain, c'est où déjà? Doctrine query, voilà, doctrine query SQL. Donc du coup, on va pouvoir lancer une requête SQL de la sorte. Donc cette partie, on va se faire ça. Attends, que je regarde bien. Doctrine.query.sql. Donc Symfony, console, doctrine, query, SQL. Et du coup, ici, je vais me faire insert into. Donc la table, c'était article avec un S. Donc attention, ici, je suis sur une requête SQL, c'est-à-dire que là, je vais vraiment me baser sur le nom de ma table et non pas sur le nom de l'entité article au singulier. Donc là, vraiment, article au pluriel. Article. Et du coup, j'ai quoi? J'ai title. J'avais slug, content. Create date. Donc là pareil, hein, les champs avec la notation snake case, attention, pas en camel case. Hein. Et enfin, donc j'avais deux autres propriétés qui étaient published at et edited at. Donc là, je vais pas les renseigner, elles sont nullables. Et j'avais is published, si je me trompe pas. Donc insère moi là dans ces colonnes là les valeurs suivantes. Donc values. Et là je vais mettre article 1. On va pas être original. Le slug du coup ça a ressemblé à quelque chose du genre. Donc les espaces sont remplacés par des tirets. Hein. Et on va tout mettre en minuscule. Le content, on va mettre Hello World. Je sais vraiment pas quoi mettre. Et un datetime, donc on va mettre le datetime, donc 2020, on est le 09, on est le 10. Et il est quelque chose comme 11h30 je pense. Donc 11h30. Tac. Et enfin donc is published, ben non c'est pas publié, donc false. Tac. Et on va donc lancer cette requête. Je fais entrée. Est-ce que ça s'est bien déroulé là? Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Je vais avoir MySQL, c'est bizarre qu'il m'affiche rien. Select all from articles. Et non, il n'y a rien dedans. Donc en fait, je me suis trompé. Parce que je trouvais ça bizarre qu'ils me mettent ça là. Ah, j'ai oublié les doubles cotes, excuse-moi. Hop. Donc, je reviens là. Tac. Voilà. Donc là, il me retourne un boulet, un trou. Donc théoriquement, on est bon. Donc je vais aller voir MySQL. Je refais mon select. Attends, je vais faire un CLA. Tac, je vais vider ça. Je relance la connexion, excuse-moi. Tac. Bon, bah en fait, ça servait à rien. Type c'est to clear the current. Ah oui, mais c'est pour clear le. Oh là là. Bon, bref. On va donc faire un select all from articles. Aïe aïe aïe. Use API, skeleton. Et là, select from
et select all from articles. Donc on a rentré uniquement donc une entrée, on a fait juste une entrée d'article. On voit bien le title article 1, le content est lowered, le slug article 1, created at, null, null, et is published, du coup il est là, donc false, ok. Donc là on a fait une saisie, donc tu vois que l'on peut bien sûr exécuter du code SQL via soit du coup tu exécutes ton code SQL bah, voilà, hein, dans ton invite de commande ici le terminal avec en t'étant connecté à MySQL, hein, c'est le plus simple. Mais sinon tu peux très bien également exécuter du code SQL via Doctrine ici, donc en faisant Symfony console Doctrine query SQL et en tapant ta requête SQL derrière. Ça te retourne ici le booléen one, comme quoi tout s'est bien passé. Et après tu vérifies. Mais bon, autant le faire directement, lancer un terminal avec ta database ici. Hein. 1h15 quand même de vidéo là. Sachant que j'ai pas fini. Qu'est-ce que je voulais te parler de plus? On va parler, bon allez, dernièrement on va parler de l'utilisation de fichiers SQLite. Parce que notamment, hop, je vais garder ça par contre. Par exemple, si tu passes des tests d'entretien pour Symfony, moi ça m'est arrivé il y a plusieurs mois de ça, et on m'avait demandé du coup de travailler avec une base de données SQLite, et du coup, bah, à l'époque, je savais pas, enfin j'étais un peu paumé quand on m'a parlé de ça, parce que moi je connaissais que MariaDB, MySQL, PostgreSQL, enfin bref. Encore, je suis pas utilisateur de PostgreSQL, mais au moins je connaissais. Mais SQLite, je connaissais même pas. Et donc quand tu vas dans ton .env, ici, tu peux, donc ici, il est noté for an SQLite database, use ceci, ok? Donc je viens copier ça, et je viens dans mon env.local. Hop, je vais venir là, et je vais donc taper database URL égale, et je vais venir copier ceci là. Je viens là, je supprime ça, et du coup, là, je vais le commenter, ce database URL. Les autres, c'est pas grave, je vais les laisser, ça changera rien. Mais là, database URL, ma variable d'environnement, database URL pour configurer ma connexion à une base de données. Donc ici, je vais utiliser une base de données de type SQLite. Ici, ça va donc venir pointer sur, j'en ai parlé tout à l'heure, mais sur mon dossier racine, quoi. Ça va aller pointer dans le dossier var, qui est présent ici. Donc tout ce qui, en fait, le dossier var va contenir tout ce qui a des écritures permanentes, quoi, en permanence. Donc le cache, le log. Et ici, on va se créer un dossier pour le stocker dans un dossier bien précis. On va créer un dossier data. Donc en plus, ici, j'ai la petite icône, c'est sympa. Donc ici, je vais me rajouter data dans le chemin. Et je vais l'appeler API skeleton.db. Donc là, tu as le choix. Soit tu le nommes .db, soit .sqlite. Donc comme tu veux. Là, dans l'exemple, c'était .db. On va laisser ainsi. Et du coup, je vais venir ouvrir un PowerShell, faire un petit Symfony console ddc, parce que là, tu vois que dans data, il n'y a rien. Hein. Je fais ddc. Ah mais ouais, mais c'est qu'elle existe. Elle existe. Bon attends, je vais l'appeler autrement. Je vais l'appeler data. De toute façon, on va pas utiliser. Nous, on n'utilisera pas une base de données SQLite là. On utilisera. Parce que SQLite, après, en fait, tu peux voir, c'est un type, en fait, c'est un, ta base de données elle va être stockée dans un fichier. C'est plutôt pour des petites bases de données, mais c'est très efficace, hein, c'est très léger, très rapide, mais c'est plutôt, voilà, adapté pour des petites bases de données. Disons pour des petits sites, pas des sites de très grosse ampleur, quoi. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, ouais, t'as une extension qui s'appelle du coup SQLite.
SQLite dans VS Code et qui te permet du coup de visualiser ta base de données SQLite dans ton éditeur. Sinon, tu peux installer un tool qui s'appelle TablePlus. Donc c'est ceci là, TablePlus. Je l'ouvrirai tout à l'heure pour visualiser encore de façon plus sympa. Mais là, vraiment, si tu veux rester dans ton éditeur de code, donc tu as l'extension SQLite, ok? Donc, une fois que tu l'as installé, tu pourras te mettre bien pour voir tout ça. Donc là, donc data.db, donc on va relancer la commande ddc. En fait, c'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. Pourquoi? Ah, autant pour moi! Voilà, donc attention à ça, hein, parce que tout à l'heure je t'ai dit qu'on faisait un composer dump env dev, ok, qui mettait en cache les différentes variables d'environnement, ok, que en fait à chaque requête, ce n'était pas lu et analysé à chaque requête. Donc du coup, dans env.local.php ici, malgré que j'ai modifié le database URL, tu vois qu'ici il pointe toujours sur ce database URL là. Donc il me faut ici. Donc c'est bien que ça m'arrive l'erreur. J'avais complètement zappé du coup que j'avais mis en place ceci. Mais voilà, c'est très important en gros déjà de s'habituer à ça. Et là, composer dump env dev. Donc c'est rapide à écrire après. Hein. Mais là du coup, qu'est-ce que tu vois maintenant? Eh bien, database URL pointe bien vers API skeleton.db, donc la base de données de type SQLite. Donc, excuse-moi pour ceci, hein, la fatigue. À présent, donc on va pouvoir Symfony console ddc. Donc j'ai toujours ma base de données. Donc dans MariaDB, hein, je ne l'ai pas supprimée, elle est créée avec sa table migration, donc ça sera déjà prêt pour la vidéo suivante. Mais ici, je viens créer donc une base de données, donc il m'a créé une base de données à ce niveau-là, donc dans var data, et avec un fichier qui s'appelle API skeleton.db. Je viens voir var data, j'ouvre API skeleton.db. Si je viens cliquer sur ce fichier, ici, tu ne vois absolument rien. L'éditeur de code ne sait pas ouvrir ceci. Donc là, du coup, si tu as installé l'extension SQLite, dont je t'ai parlé, tu vas pouvoir... après, là, c'est normal qu'il n'affiche rien. Attends. On va fermer ça, c'est normal. On va se faire, non pas via les migrations, mais on va se faire, du coup, un Symfony console DSU flag force et du coup il m'a mis la base de données à jour. Maintenant si je reviens voir, si je tape là, non voilà. Dans tous les cas il ne peut pas te l'afficher. Donc c'est ça que je voulais vérifier. Donc il nous mettait rien, ça allait, mais là il y a des données dedans, il ne peut pas nous les afficher. Donc là si tu as installé l'extension donc SQLite, tu viens faire un clic droit ici sur ta base, tu cliques sur Open Database. Ici, tu vois un SQLite Explorer, ici, qui est maintenant présent. Tu fais ça. Tu vois ta base de données. Et tu vois ta table article. Tu fais Play. Et là, actuellement, il n'y a rien dedans. Donc, on va saisir des choses dedans. Il est où mon PowerShell? Il est où celui que j'ai fait? Ma requête de tout à l'heure. Bah attends, au pire, tu sais quoi, on va se créer un fichier là. Hop, ça sera fait. Donc SQL query.sql. Et là, on va mettre donc insert into articles. Donc j'avais dit que c'était quoi? Title, slug, content, created at, et j'avais également is
published. Normalement, j'avais celle-ci. Values. Donc ici, du coup, je vais avoir donc article 1. Le slug article 1. Ensuite, je vais avoir le contenu, j'avais mis Hello World. Et là, donc j'avais dit 2020, 09, 10. Et maintenant on doit être, je sais pas, depuis tout à l'heure on a dû gagner au moins 10 minutes facile, on va mettre 11h45, j'en sais rien. Donc voilà, et enfin false. On va du coup mettre d'autres valeurs. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais copier ça. Je vais pas tout me retaper. Tac, donc, article 2. Article 2. Ici on va se mettre 11h46 et enfin, virgule, tac, 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 et 11h47. Ok. Maintenant, cette requête, tu viens faire un clic droit dedans, Run Query, tu choisis la database, API skeleton.db. Donc là, elle s'est exécutée, hein. Et maintenant, si je viens voir article ici, que je fais play, boum, je vois bien ma table article avec mes 3 articles donc, que j'ai créés via mon fichier sql-query.sql. Ok. Donc, les trois articles ne sont pas publiés. Ils ont été créés à ces dates-là, à ces date time-là, avec ces slugs-là, ce content-là et ces titles-là. Donc là, tu peux voir que c'est relativement chiant, honnêtement, de créer... Donc là, j'ai que 3 articles, mais imagine, je vais en créer des centaines. Je veux que... Pareil, parce que là, je parle pas des relations, parce que c'est pas encore dans cette vidéo, mais il y a des relations, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'aille peupler d'autres tables et tout. Enfin, ça devient vite un cauchemar. Donc on verra dans la prochaine vidéo l'utilisation de data fixtures qui nous permettront de mettre des jeux de fausses données grâce à un script. Et du coup, grâce à un script, et on utilisera une dépendance, une librairie qui s'appelle Faker pour mettre des fausses données, donc des faux titres, des faux contenus et compagnie dans notre base de données sans se fatiguer, donc via l'utilisation de boucles. Donc voilà pour la notion de data fixtures. Et donc ouais, je t'ai parlé, on va finir là-dessus. Donc là, j'en suis à 1h27, donc on va finir là-dessus. Je vais ouvrir Table+, juste histoire de te montrer l'utilitaire. Donc soit... En gros, tu utilises PHP Storm, donc PHP Storm, c'est voilà, c'est un vrai IDE. Là, VS Code, c'est un éditeur de texte à laquelle tu viens greffer plein de plugins, et du coup, ça se rapproche d'un IDE, mais ça n'a pas vraiment la puissance de PHP Storm pour l'autocomplétion et compagnie. Enfin, ça n'a rien à voir. Et du coup, dans PHP Storm, tu peux avoir sur l'onglet droit. La connexion de tes bases de données, donc en fait tu peux tout voir dedans et de manière très claire, très lisible. Là on voit que SQLite, bon ouais, c'est bien, hein, ça dépanne, mais c'est pas folichon. Et là sinon tu peux utiliser un utilitaire, donc il y en a plein, hein, mais moi j'utilise Table+ dans ces cas-là, qui te permet en fait d'ouvrir un fichier SQLite. Donc tu fais Create New Collection, et ici tu peux choisir le type de base de données que tu veux ouvrir. Donc SQLite ou compagnie. Là, j'en ai déjà une ici. Je vais cliquer dessus. Tiens, ça a bugué ou quoi? Hop là. Et donc là, tu vois, ici, ma table... Donc j'avais une table test. Hein. C'était histoire de montrer. Donc API skeleton.db, table test. Et là, tu vois, quand même, c'est quand même... assez sympa du coup de voir de la sorte quoi. Ça te permet de voir, tu peux travailler dedans, hein. Mais visuellement c'est quand même plus sympa à voir, enfin à mon sens c'est plus sympa de visualiser, de travailler ainsi avec cet utilitaire là qu'avec l'extension SQLite pour VS Code.
Mais après, bon, bah, si tu peux, si tu peux te procurer, par exemple, que tu es étudiant, donc te procurer PHP Storm avec une licence étudiante, donc ça sera gratuit. Ou si tu as les moyens de te procurer une licence PHP Storm. Après, ça me regarde pas la façon dont tu fais les choses, mais ben, je te recommande quand même l'utilisation de PHP Storm pour faire du PHP et surtout donc, du coup du Symfony, parce que tu auras clairement une meilleure autocomplétion, enfin, ça n'a rien à voir quoi. Donc voilà, fin de la vidéo quand même, 1h30 passée maintenant. Et on aura vu donc ben, des explications sur Doctrine, on aura vu la création de notre première entité, du repository lié, donc on aura vu ce que chacun fait. On aura vu donc la création de la base de données, on aura vu la création donc, de la base de données et je veux dire de l'import des données en base de données, soit via la commande Doctrine Schema Update avec le flag force, soit via le combo make migration, donc avec le maker, et ensuite doctrine migrations migrate, qui va donc du coup migrer, exécuter la requête SQL du fichier de migration. Donc bah, c'est déjà pas mal du tout là, donc 1h30 quand même. Et donc dans la prochaine vidéo, on verra donc, bah, je me répète, hein, je suis désolé, les data fixtures. On verra probablement du coup, peut-être dans cette vidéo là, les relations à voir. Parce que là quand même ça fait long là, je pensais pas durer, je pensais me tabler sur 1 heure. J'ai dépassé d'une demi-heure quand même. À faire trop de blabla comme d'hab. Donc soit les migrations avec... enfin les migrations, merde, excuse-moi, data fixtures avec les relations, ou sinon data fixtures déjà pour créer un jeu de fausses données juste avec la table article, et war par la suite. À voir quoi, je sais pas trop. Donc voilà, je te dis merci d'avoir regardé, je te dis à la prochaine vidéo. Tchuss.